Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Plein Potentiel. Merci d'être à l'écoute. Plein Potentiel, c'est un podcast où je m'entretiens avec des personnes inspirantes sur leur parcours ainsi que différents sujets reliés à la réussite, au développement personnel et à la préparation mentale. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Francis Lapointe. Je suis coach en psychologie du sport et de la performance. Et sachez que j'offre des services en préparation mentale pour les athlètes, artistes, entrepreneurs et toute personne souhaitant optimiser sa performance. En ce moment, c'est le confinement. On peut faire des rencontres via Skype, Zoom ou autre application de vidéoconférence. Si vous voulez faire appel à mes services pour vous aider au niveau mental, vous pouvez m'écrire via mon site web francislapointe.ca ou encore sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez retrouver les liens dans la description de ce podcast. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Pierre-Luc Yao, qui est un ancien footballeur étoile avec le Rouge et Or. Lui qui avait établi plusieurs records d'équipe dans ces années où il a joué. Il a joué aussi une saison avec les Eskimos d'Edmonton dans la LCF. Et il a fait une thèse sur la retraite sportive. C'était un sujet que je voulais aborder là, vraiment avec lui. Fait qu'on a discuté là, de comment se préparer pour un athlète à l'après-carrière, de l'importance aussi de le faire, donc de se préparer, d'y penser avant d'être rendu là, évidemment. On a parlé aussi d'aspects mentaux qui peuvent être difficiles au niveau du football. Qu'est-ce que lui avait remarqué qui était plus difficile pour lui? De l'importance aussi de retrouver peut-être ce que tu aimes ailleurs que dans le sport. Si tu es un athlète et tu es en mesure d'identifier c'est pourquoi tu aimes ton sport, qu'est-ce que tu vas rechercher là-dedans? Est-ce que c'est la fraternité, donc l'esprit d'équipe, si tu es dans un sport d'équipe? Est-ce que c'est plus la performance qui t'allume? Qu'est-ce qui vraiment... pour toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce sport-là? Si tu es en mesure d'identifier ça puis de transférer ça dans une autre sphère de ta vie, c'est une facette qui est importante. Fait qu'on a parlé de ça avec Pierre-Luc. Je vous laisse un peu le découvrir durant le podcast. Évidemment, on a parlé aussi du confinement, comment dealer avec ça, comment faire en sorte d'utiliser ce temps-là de façon positive, d'optimiser le temps en confinement. Et donc, en résumé, très belle discussion avec Pierre-Luc Yao. Je vous laisse la découvrir dans ce nouvel épisode, donc bon épisode à tous. Et toi, de ton côté, je sais que tu m'as dit que tu travaillais encore en ce moment, je pense, là. Tu travailles à l'université, c'est ça? Oui, exactement. Moi, je suis professionnel à l'université. Je m'occupe des stages au département des sciences d'activité physique. Fait que j'aide les étudiants à se trouver des milieux de stage, essentiellement pour les programmes de kinésiologie, puis thérapie du sport, puis un peu de la pédiatrie aussi. OK, fait que tu as fait ton doc en psychologie, mais tu travailles pas vraiment dans le domaine de la psychologie, là. Non, j'ai pas travaillé là-dedans non plus. C'était vraiment le doctorat, c'était quelque chose qui m'intéressait comme sujet de recherche. Puis, le principe du doctorat m'intéressait. Pas pour devenir clinicien ou pas pour devenir thérapeute, mais vraiment pour le volet recherche. OK, ouais, c'est bon. Puis là, avec la situation actuelle, les stages, il y en a encore qui ont lieu ou... La façon dont c'est géré, présentement, c'est l'UQTR qui prend des décisions là, au fur et à mesure que la session progresse. Mais là, on essaie de terminer, d'aider les étudiants à terminer la session le plus simplement possible. C'est sûr que là, avec les milieux de stage qui sont externes, là, c'est plus compliqué. Donc là, pour l'instant, les stages ont tous été arrêtés. Fait qu'on essaie de trouver des moyens de remplacer ou de compléter les stages avec des travaux, des rapports, tout ce qui était prévu au plan de cours, mais avec des petites modifications. Comme ce qui est fait d'ailleurs avec tous les cours à l'université là, pour la session d'hiver aussi. Ouais. C'est d'accommoder les étudiants le plus possible, tout en maintenant l'objectif là, principal qui était d'acquérir les connaissances liées au cours là, et les compétences. Fait que on est là-dedans. Là. Mais pour l'instant, ça va quand même bien. Là. La session a été prolongée, puis on essaie d'aider les étudiants du mieux qu'on peut, là, encore une fois, à cheminer là-dedans. Là. Mais je pense que ça va bien terminer quand même dans les circonstances. Considérant que c'est une situation exceptionnelle aussi.
Ouais, c'est ça. Il faut prendre en considération que c'est pas optimal, mais faut essayer de minimiser les retombées négatives, dans le fond. Là. Oui, exactement. Parfait. Puis, c'est ça, on va commencer par parler un peu de ton ex-carrière de footballeur. Tu as quand même eu une bonne carrière là, avec le Rouge et Or, que tu as obtenu 3 Coupes Vanier. Tu as eu des records, je pense, avec l'équipe, là, notamment ce que j'avais lu, c'était au niveau le nombre de verges gagnées par la course, des touchés en carrière, entre autres. Je pense que tu en as eu d'autres aussi. Parle-moi un peu de ces années-là. Là, quel souvenir tu gardes de ces années avec le Rouge et Or de Laval? C'est des souvenirs évidemment assez marquants. C'est un passage qui était vraiment, c'était dans les belles années de ma vie, c'est sûr, par rapport à autant le volet sport, le volet même académique aussi qui était intéressant à l'administration, le volet social aussi. Évidemment, je me suis fait beaucoup d'amis à travers ces années-là. Là. J'ai quand même passé 5 ans à l'Université Laval comme athlète, étudiant athlète. Fait que ça, c'était en premier lieu, c'était quelque chose de très, très intéressant, puis ça a été très enrichissant. Au niveau du football, c'est sûr que c'était une organisation qui était de premier plan, qui l'est encore aujourd'hui. Fait qu'on est quand même déjà, ça va faire déjà, moi j'ai commencé en 2003, là, fait que ça fait déjà 17 ans que j'ai commencé, que j'ai débuté là-bas. Fait que c'était déjà une organisation de premier plan, puis on était évidemment très, très bien encadré. Ça, c'est une des premières choses que j'ai remarqué en entrant dans ce niveau de performance-là, c'est que les athlètes, les joueurs sont bien encadrés, c'est structuré. L'idée, c'est vraiment de tirer le meilleur de chacun, tout en espérant aussi amener le meilleur du groupe aussi. Là. Fait qu'on était là-dedans. Les entraîneurs étaient vraiment... je pense qu'une des forces qu'il y avait aussi, c'était des entraîneurs évidemment d'expérience, même à cette époque-là, mais aussi qu'il y avait une constance au niveau du noyau d'entraîneurs. Fait que ça faisait une espèce de belle stabilité pour les joueurs d'une saison à l'autre. Quand les nouveaux joueurs arrivaient, quand les nouvelles recrues arrivaient, on avait déjà de la stabilité au niveau de l'entraîneur, au niveau de la philosophie, de ce que c'était le Rouge et Or, puis comment performer aussi à ce niveau-là. Là. Fait que c'était vraiment, vraiment très bien organisé pour ça. Fait que au niveau de ça, moi, j'ai appris beaucoup de ces entraîneurs-là au niveau du football, puis j'étais bien préparé, ça, c'est sûr. Puis quand tu parles d'encadrement, tu parles à quel type d'encadrement, par exemple? Est-ce que vous aviez, parce que moi, je suis coach en psychologie du sport, là, est-ce que vous aviez un peu bon, c'est sûr que 2003-2005, il y avait un peu moins de psychologie sportive, c'était un peu moins présent, mais est-ce que vous étiez, est-ce qu'il y avait un préparateur mental à disposition ou quoi que ce soit à ce niveau-là? On avait, évidemment, on avait des entraîneurs de football, on avait un préparateur physique aussi, qui était quelqu'un de très, très réputé, puis qui était excellent, M. Raymond Veillette. Puis à l'occasion, on a eu des gens qui sont venus nous donner un coup de main pour le processus de préparation mentale. C'est pas arrivé à toutes les années, mais on a eu des séances de mémoire, là, je pense au moins les 2 premières années où j'étais là, pour justement nous aider à pas juste de la préparation mentale pour le match lui-même, mais aussi une préparation un peu plus mentale pour ce qui était de la cohésion de groupe, savoir un peu comment on devait œuvrer pour travailler ensemble, pour se créer des liens, se tisser des liens de coéquipiers, puis vraiment être capable de dépendre l'un de l'autre, puis de justement cheminer vers le but commun. Là. Fait que c'était ça là, de ce que je me souviens des séances qu'on avait. Là. Est-ce que vous faisiez des activités de team building, là, par exemple? Ben, c'était pas vraiment appelé comme ça. C'est sûr que tout ce qui est camp d'entraînement, tout ce qui est rencontres préparatoires, tout ce qui est des fois on avait des organisations des activités organisées de soirées bénéfices pour l'équipe ou il y avait différents événements qui étaient sans être nommés des séances de team building, ben, c'était vraiment ça. C'était ce que ça donnait au final. Ouais. Fait qu'on, tu sais, je pense juste au camp d'entraînement qu'on avait dans le temps en Floride, c'était déjà une semaine, même un peu plus, 8-9 jours avec les mêmes joueurs où là, on partait, on s'en allait en Floride. C'était quelque chose qui était très, très bon pour la cohésion, puis bon pour comprendre un peu avec qui on allait jouer la saison d'après. Fait que ça, je considère que ça, à travers les différentes années, parce que là, on est allé là, on était là 50 ans, fait qu'au fur et à mesure qu'on le faisait avec le noyau de joueurs qui restait, évidemment, il y en avait qui venaient et d'autres qui partaient, mais
ça aidait à la cohésion aussi, ce genre de voyage-là ou ce genre de camp d'entraînement-là, si on veut. Mm-hmm. Puis étant donné qu'il y a comme un noyau de joueurs, j'imagine que ce noyau-là, ils ont comme un rôle à chaque début de saison d'introduire les nouveaux, de leur dire leur rôle et tout ça. Comment ça se passait ça, à ce niveau-là? Étant donné que tu es resté quand même longtemps, toi, là aussi, là, tu faisais partie de ce noyau-là? Oui, c'est ça. C'est que, évidemment, là, il y a tout l'esprit d'équipe, toute la façon, la philosophie à l'intérieur de l'équipe était vraiment portée par ces joueurs-là. Puis, c'était le travail de ceux qui étaient déjà là d'embarquer les autres, évidemment, puis de faire en sorte que les nouveaux adhèrent à ces règles-là, cette philosophie-là, cette façon de faire-là. Fait qu'on était de fil en aiguille, c'est comme ça que ça se propageait. Il y avait, oui, les entraîneurs, mais évidemment, les vétérans qui sont là, c'est toujours, je pense que dans le sport en général, c'est ce que ça prend, là, un noyau qui est assez fort en termes de vétérans pour porter justement les idéologies de l'équipe, les objectifs, le désir de vouloir accomplir quelque chose de plus grand que juste ce qui tourne autour de sa personne. Fait que c'était ça. Le message qui était donné par les vétérans, c'était ça, là, c'est d'embarquer puis de faire en sorte si on embarque, mais on va être capable d'accomplir des grandes choses. Je pense que ça, c'est peut-être un peu général ou peut-être commun là, comme phrase ou comme expression, mais ça reste ça dans ma tête, là, la façon de faire là, pour réussir, si on veut. Ouais, c'est assez universel dans les sports d'équipe. Là. Il faut que tout le monde pousse dans la même direction. Là, puis, exactement. Puis toi, pendant que tu étais là, est-ce qu'il y a eu une année que ça a été plus difficile? Pour l'équipe en général, je veux dire, là? En termes de relations, en termes de performance? Ou... plus en termes de performance, mettons. C'est sûr qu'à chaque année, je pense qu'il y a des années, évidemment, on a eu du succès. Quand j'étais là, j'étais assez chanceux d'être dans des bonnes années aussi où on a eu du succès. Mais c'est sûr que ce qui est difficile, je pense pas que le fait de juste gagner, c'est pas ce qui rend ça facile. C'est de chaque année de recommencer à zéro, que tu aies gagné ou non. Qu'est-ce qui est difficile par rapport à ça? Je pense que c'est le défi justement de, si tu as gagné, de repousser la limite puis de recommencer ou de revenir au sommet, si on veut. Ça, je pense que c'est une des choses les plus difficiles qu'il y a à faire dans le sport. Est-ce que les entraîneurs essayaient d'amener des façons de vous motiver différentes justement au fil des années? Parce qu'étant donné que vous avez déjà gagné une fois, l'année d'après, peut-être qu'il faut changer des petites choses pour que la motivation soit encore là. Est-ce que c'est des choses que tu as remarquées ou... Je pense que la philosophie, tout ce qui était déjà, tout ce qui avait marché, je pense que c'est resté d'une année à l'autre, même si on n'avait pas gagné, mais je pense que c'est de toujours avoir cet esprit d'être capable de repartir à zéro autant physiquement que dans sa tête, que de dire que l'année d'avant est terminée. Puis il y a peut-être différentes façons de l'amener, là, mais je pense que l'idée dans ça, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne qu'on construit quelque chose à partir de zéro, à partir de l'année ou encore à partir du moment présent. T'sais, on gagne le prochain jeu, on gagne la prochaine partie, on gagne. Puis ça, c'était toujours commun à chaque année, mais c'est une philosophie, je pense, qui t'aide à comprendre qu'il faut toujours aller de l'avant si on veut réussir, pas juste se baser sur ce qui a été fait avant, que ce soit bon ou mauvais, mais d'aller... évidemment, ça n'empêche pas d'avoir d'avoir de la mémoire sur ce qui est arrivé avant, mais c'est pas quelque chose sur lequel on bâtissait le succès de l'année d'après. On repartait à zéro avec les éléments qu'on avait, avec ce qu'on pensait qui était la meilleure option pour aller jouer le prochain match, là, avec les stratégies, les joueurs qu'on avait, etc. Fait que c'est un peu ça. Je pense qu'il faut une saison, et chaque saison est indépendante l'une de l'autre. C'est juste de voir comment tu navigues à travers ça, hein, et ça ne recommence à chaque fois. L'idée, c'est ça aussi. Mm-hmm. Puis j'imagine qu'au plan individuel aussi, chaque personne a des choses à améliorer. Évidemment, on s'améliore tout le temps là, dans le sport. Fait que de dire que oui, la dernière saison, on a eu des bonnes performances, on s'est amélioré collectivement, individuellement aussi. Individuellement, tu peux toujours te dire aussi, là, j'ai ça à améliorer, puis ça doit être comme une bonne motivation aussi pour repartir une saison, là. Oui, c'est ça. Je pense qu'à la fin de l'année, c'est toujours de se regarder dans le miroir, de voir ce qui est à faire, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire de mieux puis de plus complet. Fait que si tu es ouvert à ça, justement, ça prend peut-être des individus qui sont ouverts à ça, à toujours vouloir s'améliorer. Je pense que c'est plus simple aussi là, de recommencer
l'année d'après, là. Ouais. Parce que c'est pas de dire que tu as perdu tout ce que tu avais l'année d'avant, mais c'est que tu recommences à une certaine base puis tu veux aller à un prochain niveau. Mm-hmm. Puis justement, tu parles d'avoir des individus qui veulent s'améliorer tout le temps. Est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui étaient un peu moins des bons coéquipiers, qui voulaient un peu moins, que vous voyez qui travaillaient un peu moins? Puis si oui, quel impact ça avait? Puis comment les coéquipiers agissaient avec ça? Ben, il y a toujours dans un sport comme le football où il y a plusieurs individus, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de gens, il y a toutes sortes de personnes, de personnalités. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on vise la cohésion de groupe. L'objectif principal doit être le même pour tout le monde, indépendamment de comment les gens veulent procéder pour s'y rendre. Fait qu'on n'a pas le choix de travailler avec ceux qui sont là. C'est sûr qu'un coéquipier pour qui, par exemple, la préparation physique, l'entraînement hors saison n'est pas intéressante, pour qui l'effort, c'est pas quelque chose qui est prioritaire, mais c'est sûr que c'est pas ce qui est le plus motivant. Mais je pense que c'est de prendre ça sur nous, ceux qui sont peut-être les vétérans, justement, ceux qui sont dans le noyau de la chose, de l'équipe, puis d'aider ces gens-là aussi. Là. Parce que ces gens-là, soit qu'ils vont t'aider, soit qu'ils vont te nuire, on veut travailler dans la même direction. Fait que l'idée, c'est que même ceux qui ont des personnalités un peu plus, disons, narcissiques ou pour lesquels l'effort, comme je le disais, ça vient moins naturellement, ben il faut quand même, ils sont là pour une raison. Puis s'ils sont là, c'est parce qu'ils peuvent nous aider potentiellement. Fait qu'il faut essayer de voir positivement la façon dont ils peuvent nous aider. Si c'est en les motivant, en travaillant sur leur éthique de travail avec eux ou en les aidant techniquement juste directement sur la façon dont ils jouent, ben faut le faire autant du point de vue des entraîneurs, mais surtout des joueurs, parce que ça reste c'est l'équipe des joueurs, c'est les joueurs qui vont décider, qui vont voir à accomplir ce qu'ils ont accompli. Les entraîneurs, oui, ils sont là pour transmettre des connaissances puis des façons de faire, mais au final, c'est les joueurs qui prennent ça en main sur le terrain, dans la performance. Fait que ça nous appartient aussi. Là. Ouais, c'est ça. Les entraîneurs disent souvent je peux pas sauter sur le terrain puis le faire à leur place. Là. C'est vraiment ça. Là. C'est ça. Fait que nous, j'avais un entraîneur avec lequel je m'entendais super bien aussi. Puis lui, à chaque année, c'est ça qu'il disait. Il dit c'est votre équipe. Fait que c'est vous qui décidez comment ça va se mener, cette affaire-là, jusqu'où vous voulez aller, puis comment vous voulez le faire. Fait que c'est toujours ça qu'on se faisait répéter. C'est votre équipe. Là. Ouais. Puis, étant donné que vous avez eu une équipe qui était très bonne, justement, dans les années que tu étais là, comment tu gérais au niveau des attentes, là, autant les attentes des proches que les attentes des partisans, que peut-être tes propres attentes envers toi puis ton équipe? Est-ce qu'il y a une pression qui se crée? Puis, comment que ça se gère, ça? Il y a toujours une pression qui vient, comme tu le dis, de différents intervenants, différentes personnes. Mais je pense qu'il n'y a jamais de pression plus grande que celle que les joueurs mettent sur eux-mêmes. Je pense que c'est la plus grande. Je pense que c'est celle-là qu'il faut sur laquelle il faut un peu plus s'attarder, dans la mesure où le joueur, évidemment, il peut pas, il fait ce qu'il peut, puis il va se fixer ses propres objectifs, mais étant donné que c'est un sport d'équipe, je pense qu'on peut tous collaborer à essayer de s'épauler là-dedans, à gérer la pression. C'est ça la beauté du football puis des sports d'équipe, c'est qu'on peut répartir la pression sur le total des individus qui sont présents. L'exigence des exigences externes, si on veut, là, de la famille, des partisans, ça, honnêtement, j'ai jamais vraiment senti ça, pas qu'il n'y en avait pas, mais je me suis pas préoccupé de ça tant que ça, dans le sens où moi, j'étais justement dans un environnement où je me plaisais, football, études, tout ça, puis comme je disais, j'avais assez de mes objectifs, ma pression à moi pour faire ce que j'avais à faire. Je lisais pas beaucoup, honnêtement, les médias, les journaux à ce moment-là non plus. Fait peut-être que ça aidait aussi. Je pense que oui. La famille et les amis, j'avais pas de pression tant que ça non plus. Là, qui venait de ces gens-là. Je pense que les gens, en général, probablement, j'étais peut-être chanceux là, au niveau de mon milieu social, mais les gens avaient toujours cette optique soit qui étaient contents juste qu'on puisse faire ce qu'on faisait en tant qu'athlète. Puis c'était correct comme ça. Puis ils nous félicitaient, puis ils embrassaient un peu ce qu'on faisait comme activité. Puis ils étaient juste contents pour nous. Puis peut-être qu'à l'extérieur, j'en étais pas conscient, mais il y avait une plus grosse pression qui s'était installée. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'a affecté, je pense, pendant que j'étais là.
Tant mieux, tu étais capable de le mettre de côté puis concentrer sur le fait que tu aimais ce que tu fais, dans le fond, là. Oui, exactement. Puis toi, au football, à la position que tu occupais, toi, tu étais à quelle position exactement, toi? Moi, j'étais porteur de ballon. Porteur de ballon, OK. Tu dirais que c'était quoi l'aspect mental le plus difficile dans cette position-là? Puis peut-être au football aussi en général, peut-être qu'il y a un aspect qui ressort plus, là. Mentalement, ce qui est plus difficile, c'est sûr que le football, c'est un jeu d'erreur. Hein? Fait que, puis comme porteur de ballon, on est impliqué dans toutes les phases de jeu, c'est-à-dire que on peut autant se faire remettre le ballon que bloquer, qu'attraper des passes, fait que c'est sûr que mentalement, fallait être prêt à sortir mettons, l'éventail de ses habiletés, là, puis être capable de couvrir tous ces aspects-là du sport, du football. Fait que c'est sûr qu'il fallait, si tu veux performer dans chacune des phases, je pense qu'encore une fois, il faut que tu te mettes une pression à vouloir vraiment exceller puis apprendre. Fait que mentalement, au niveau stratégique, ça te demande un peu plus aussi. Ça doit demander aussi beaucoup cognitivement là, de garder une bonne concentration vraiment tout le long, puis d'être en mesure aussi de détecter tout ce qui se passe autour de toi, là, autant les adversaires qui peuvent te rentrer dedans, t'attaquer, que le ballon, justement, là, si tu veux attraper le ballon ou tout ça. Là. Ben c'est ça. Ça fait que c'est une multitude de choses. Je pense que c'est gérer tout ça en même temps, ou du moins dans un match, il y a plusieurs choses à gérer en même temps. C'est sûr que c'est une pression ou c'est une pression mentale qui est peut-être différente de celle d'un corps arrière, par exemple, qui lui a vraiment une pression extrême. Là. Mais il reste que, tu sais, comme puis pas que chaque position a sa difficulté au niveau de la cognition, tout ça. Mais comme moi, ce que j'ai perçu comme porteur de ballon, c'est qu'au niveau cognitif, c'est chacune des facettes du match. À l'offensive, il fallait être impliqué, il fallait savoir ce qu'on faisait, ce que l'adversaire faisait. Fait que c'est ça qui est un peu plus, je pense, le challenge. Okay. Puis savoir, évidemment, puis je me mettais comme pression de savoir aussi au niveau des stratégies, de savoir ce que tout le monde faisait aussi sur le terrain. Fait que moi, j'étais intéressé, mais je voulais vraiment savoir autant ce que la ligne offensive faisait, ce que les receveurs allaient faire à chacun des jeux. Fait que ça, c'est sûr qu'au niveau de l'étude et au niveau cognitif, il fallait que je sois prêt dans le match pour comprendre comment ça se déroulait parce que ça m'aidait aussi dans mon jeu là, de connaître ça aussi. Là. OK. Puis après toutes ces années, là, ça fait plusieurs années que tu as arrêté de jouer. Là, tu dirais que c'est quoi qui te manque le plus dans ce sport-là? Ah, c'est la camaraderie, c'est sûr. C'est sûr, tous les petits moments, il y a beaucoup de choses que les gens voient, que ce soit à la télévision, pendant les matchs ou au stade et tout ça, puis c'est la performance, mais tout ce qui vient à côté aussi. Les matchs, c'est sûr que ça va me manquer parce que c'est une énergie qui est incomparable. On ne retrouvera pas ça nulle part ailleurs dans notre vie après, là, je pense pas. Mais la camaraderie, ce que les gens, les gars qu'on a rencontrés, les amitiés qu'on a tissées depuis ces années-là, c'est vraiment quelque chose qui va me manquer. Pas que je vois, on se voit moins aussi ces temps-ci, ces années-ci, parce que tout le monde est parti un peu de chacun de son côté, puis bon, chacun vit sa vie aussi. On a l'occasion de se croiser des fois, c'est rare, c'est des occasions qui se présentent. Mais la camaraderie, les moments qu'on a à passer ensemble dans différentes situations, que ce soit juste un voyage en autobus ou que ce soit un entraînement ou des fois on avait des séances d'études, on a eu des moments où on avait eu le droit de sortir ensemble aussi, évidemment, pendant des soirées. Fait que ça, c'est des choses qui sont irremplaçables puis qui sont, je pense, au cœur aussi de cette expérience-là, c'est-à-dire de rencontrer des gens qui sont super, des gens qui venaient des quatre coins du Québec, puis même de l'extérieur, puis d'être capable de dire après ces années-là, que parmi la grosse gang avec laquelle tu as côtoyé, tu as fait des bons amis pour le reste de tes jours. Je pense que c'est ça qui manque le plus, là, en tout cas, de mon point de vue, là, c'est sûr. Oui, ça devient une famille, là, vraiment tissée serrée. Là. Vous passez vraiment vos journées ensemble, vos fins de semaine même. Là. Oui, ben c'est sûr que c'est ça, on pratique ensemble à tous les jours, on fait des séances d'études, des séances vidéo ensemble, on voyage ensemble. À l'automne, puis même dans la saison morte, on s'entraîne pratiquement 6 jours par semaine avec ces gars-là aussi en préparation physique. Fait que c'est normal qu'il y ait des liens qui se tissent, mais je pense que c'est ça qui est vraiment agréable là, de pratiquer ce sport-là, si on veut. Là. Mm-hmm. Puis là, après toutes ces années, maintenant que peut-être, si on peut dire, la poussière est tombée, maintenant que ta carrière est terminée, qu'est-ce que tu dirais qui t'a manqué vraiment? Là? Est-ce qu'il y a un aspect qui t'aurait manqué pour faire une carrière vraiment à long terme
dans la LCF, par exemple? Là, je sais que tu as joué une saison avec Edmonton. Est-ce que tu es en mesure d'identifier un élément ou? Peut-être, je sais pas. Là, au niveau de la Ligue canadienne, probablement qu'il y a des aspects au niveau de mon physique. Peut-être que j'aurais pu être un peu plus physiquement plus gros, peut-être plus rapide aussi. Je sais pas. Il y a peut-être des choses qui m'ont manqué. Honnêtement, j'ai pas demandé aux entraîneurs quand malheureusement j'ai terminé ma carrière. Ça a été quelque chose d'intéressant, mais c'est pas quelque chose au moment où c'est fini qui m'intéressait vraiment de savoir. C'était-tu vraiment un objectif que tu avais quand tu étais plus jeune de faire une carrière là-dedans ou pas nécessairement? Ben, mon objectif depuis que j'ai commencé à jouer au secondaire, ça a toujours été de jouer au football le plus longtemps possible. Okay. C'est ça que j'avais dit à ma mère au début, c'est ça que j'avais dit à mes coéquipiers au secondaire au début, à mes entraîneurs. Puis je pense que c'est ce que j'ai fait, dans le sens où ce que ça voulait sous-entendre aussi, c'est de faire ça le plus longtemps possible tout en m'amusant. Tant que ça reste plaisant, ça reste le fun, ben tu le fais, tu continues. Fait que j'ai expérimenté à peu près tous les niveaux de football qui sont là, qui sont accessibles, je pense, là, hormis peut-être le circuit professionnel américain, mais fait que j'ai eu la chance de jouer à plusieurs niveaux. Puis je pense que ça me crée pas j'ai pas de regrets par rapport à ça. Là. Puis avais-tu un gros step par rapport à la Ligue canadienne de football versus universitaire? Y avait-tu vraiment un gros step? T'as-tu vu là, que c'était une autre ligue? Là? Oui, quand même. Ben, comme à chaque niveau, en fait. Là, autant qu'on part du secondaire au cégep, il y a une grosse marche. Puis du cégep à l'université, il y a une grosse marche aussi. La même chose de l'université à la Ligue canadienne, c'est une grosse marche parce que là, on s'en va dans une ligue où là, non seulement il y a les meilleurs du sport universitaire qui sont là, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup des bons qui viennent des États-Unis, qui sont des athlètes là, souvent exceptionnels, qui n'ont pas réussi à percer dans le marché américain, mais qui sont là, puis qui ont du talent, puis des belles aptitudes au niveau du football. Fait que c'est sûr que là, c'est comme en fait, c'est une pyramide. Hein, fait que plus on monte, plus on s'en va vers le haut, ben là, c'est les meilleurs qui s'en viennent, qui restent pour former ce niveau-là. Fait que du secondaire à l'université, ça a toujours été ça. Puis là, quand on s'en va au professionnel, ben, c'est pas nécessairement les meilleurs joueurs de football au monde, mais c'est des athlètes à part entière qui ont énormément de talent. S'ils sont recrutés là, c'est parce qu'il y a une raison. Là. Fait que la marche est quand même assez... Il y en a une. Je considère qu'il y en a une. Ouais. Puis c'est notable quand... Évidemment, tu le remarques tout de suite quand tu vas faire les camps d'entraînement là-bas. Là. OK. C'est sûr. Puis, on va passer maintenant à l'aspect peut-être recherche, là, parce que ta recherche m'intéresse aussi au niveau... tu as fait toute ta recherche, ta thèse au doctorat sur la retraite sportive avec d'autres variables. Fait que, peux-tu nous en parler un peu au niveau de tes hypothèses ou tes questions de recherche? Qu'est-ce que tu voulais vérifier, en fait? Là? L'idée à la base de la thèse, c'était un peu, je m'intéressais évidemment à un peu ce que j'ai vécu aussi, à savoir qu'est-ce qui arrive une fois que la carrière se termine. Il y a différentes variables, comme tu l'as dit, qui ont été utilisées dans cette étude-là, mais c'était de voir un peu comment qu'est-ce qui, au niveau de la définition de l'individu, qu'est-ce qui arrivait une fois qu'on terminait notre carrière, puis comment cette définition-là s'articulait. Puis j'ai utilisé une variable qui s'appelle l'identité sportive, qui est un peu la façon dont les gens se définissent en fonction du sport, selon différentes facettes, mais l'idée, c'est justement de voir comment cette identification au sport allait évoluer dans le temps, puis c'était quoi sa relation avec d'autres variables, comme entre autres les habitudes de vie, parce que on est un athlète pendant plusieurs années, puis c'est ce qui forge un peu notre identité, c'est ce qui forge un peu comment les gens nous perçoivent aussi, mais comment on va finir par se définir aussi soi-même, puis après ça, une fois que tout arrête, parce que ça va arrêter à un moment donné, ça c'est important de le rappeler à tout le monde, parce que c'est pas le sport, c'est pas éternel, mais avec cette retraite-là, on va dire professionnelle, c'est que évidemment, c'est quelque chose qui arrive un peu plus vite, souvent à la fin de leur un peu atteindre, souvent très tôt avant, dépendamment du sport et dépendamment des circonstances aussi. Mais c'est un investissement qui prend fin assez abruptement souvent. Fait qu'est-ce qui arrive après? Fait que là, c'est de se retrouver un peu face à soi-même, puis c'est de voir comment on peut se redéfinir, puis comment on peut revenir à une vie, on va dire, normale, entre guillemets, puis
se rattacher à d'autres objectifs, puis une autre définition de soi aussi. Là. Fait que c'est un peu ça, l'idée de la thèse, en général, c'était ça. Qu'est-ce qui arrive après qu'on se soit fait mettre de côté ou qu'on ait pris la décision de ne plus être dans le sport. Puis c'est ça, ce qu'on remarque, c'est que l'identité sportive, évidemment, c'est quelque chose qui se construit, comme je l'ai dit, un peu à travers l'évolution dans le sport. Fait qu'on commence notre carrière sans savoir que c'est une carrière dans des ligues amateurs ou des fois juste au niveau récréatif. Puis après ça, on progresse. Puis si on a du talent, puis on a les aptitudes, puis on a le désir, on continue. Puis on va se définir souvent par le sport qu'on a choisi. Souvent parce qu'on progresse, mais il y a souvent un sport qui nous définit. Mais, ouais. Oui, quand tu parles d'identité sportive, est-ce que tu t'intéresses, dans le fond, le construit, si on pourrait dire, l'identité sportive, est-ce que ça signifiait à quel niveau l'athlète se considère seulement comme un athlète? Est-ce que c'est son seul champ sa seule identité, en fait, qui se donne, ou est-ce qu'il s'identifie aussi comme un étudiant ou comme autre chose? Est-ce que c'était mesuré de cette façon-là? En fait, c'était un seul construit. L'idée dans la littérature, c'est de voir à quel point ce qu'ils regardaient au départ de ce concept-là, parce que c'est pas un concept qui est de moi, mais c'est de voir dans les sphères qu'on connaît au niveau de la définition de l'identité, qu'est-ce qui allait prendre le plus de place. C'est sûr que quand on est un athlète, on n'est pas né athlète. Il y a d'autres choses qui nous définissent avant qu'on devienne un athlète, mais ce qu'on veut regarder, c'est à quel point la proportion de cette identité-là est grande par rapport au reste. Okay, ouais. Puis on essaie de voir si ça va un peu, si on va pas un peu pour placer ça un peu on va dire, dans le haut des priorités ou dans le haut de nos identités, parce qu'on s'identifie, comme tu dis, à peut-être d'autres sphères de notre vie, puis c'est tout à fait normal. On est tous un frère, un père, un étudiant, peut-être même on peut s'identifier comme quelque chose d'autre, comme un artiste, etc. Mais lorsqu'on s'en vient dans un athlète, comme un athlète de haut niveau, on s'en vient comme quelqu'un qui s'investit dans le sport. C'est sûr que l'identité ou l'attachement qu'on a à ce rôle-là va grossir avec le temps, puis va prendre beaucoup plus de place. Là. Fait que il va y avoir une espèce de hiérarchisation qui va se faire au niveau des rôles, puis celui-là va probablement être un peu plus dans le haut de la liste versus les autres. Puis la raison est simple, c'est qu'on s'investit beaucoup pour justement réussir, pour venir à bout de notre objectif de performance. Oui, puis est-ce qu'au niveau de l'identité, soit dans les recherches que tu as faites, dans les autres recherches que tu as trouvées par rapport à ça, ou dans la tienne peut-être, là, est-ce qu'il y a comme une identité qui est préférable au niveau qui a moins d'effets négatifs? Est-ce que le fait de s'identifier trop comme étant un athlète, ça va avoir des effets négatifs? Il y a deux. En fait, il y a des identités. En fait, l'idée, c'est de voir à quel point l'identité est présente après la carrière, puis à quel niveau. Parce que ce qui est dit dans la littérature, c'est que l'identité sportive qui est très élevée après la fin de carrière, donc un attachement au rôle qui est très grand, c'est là qu'on peut avoir des problématiques pour les athlètes retraités, c'est-à-dire qu'ils s'identifient à quelque chose qui n'est plus. Donc, un problème identitaire. Donc, on essaie de s'accrocher encore une fois au passé. Puis c'est un peu au niveau de la progression qui ça va être difficile, puis ça va être plus difficile de faire autre chose. Puis c'est là que ça peut créer un peu avoir des effets sur la personne directement, là, soit au niveau de sa santé mentale, dépression, etc. Il y a des articles qui parlent de consommation. Donc, l'idée, c'est de pas nécessairement s'attacher, avoir un niveau d'attachement à ce rôle-là qui est très ou trop important après la carrière. L'autre chose aussi, c'est qu'au niveau de l'attachement, on va dire, au rôle d'athlète, c'est que dans la littérature, il y a une notion de passion qu'on appelle là, la passion à pratiquer un sport ou à pratiquer une activité. C'est sûr que les gens qui sont... Puis il y a deux facettes à la passion, ce que j'avais regardé un peu, là, les passions harmonieuses versus obsessives. C'est sûr que la passion obsessive où on va simplement cerner le sport comme étant le centre de notre univers pendant la carrière. C'est sûr que là, au niveau de l'après-carrière, ça se peut que ça soit problématique aussi.
Fait qu'il y a la façon dont on vit notre sport pendant la carrière aussi, puis il y a la façon dont on va le vivre après. Mais les deux sont liés, évidemment. Là, si le sport est au centre de notre univers, puis qu'on a coupé tous les ponts sociaux, familiaux pour se consacrer à notre activité, c'est sûr qu'une fois qu'on a terminé, ben là, les points de repère sont plus difficiles à aller rechercher parce qu'on n'en a plus ou pas, là, pas beaucoup. Là. C'est ça qui est à noter. Fait que la façon dont l'athlète gère ça, puis ça peut varier évidemment d'une personne à l'autre. J'ai pas regardé j'ai pas fait le lien avec les différents types de personnalités, mais ça peut jouer aussi possiblement. Au niveau de la passion harmonieuse là, qui serait préférable, ce serait quoi les caractéristiques chez un athlète qui a une passion harmonieuse? Ben, c'est-à-dire que quelqu'un qui est capable, justement, il n'est pas obsessif, il n'est pas centré sur son activité principale, si on veut. C'est qu'il est ouvert aussi à ne pas à délaisser son activité pour faire autre chose. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est important, mais c'est pas quelque chose qui est une nécessité absolue pour lui, la discipline dans laquelle il se trouve. Il est capable de se détacher, d'avoir une vie sociale, d'avoir, comme je dis, des activités intéressantes à côté, puis que une fois que si dans sa démarche d'athlète, la performance n'est pas adéquate, ben ça sera pas la fin du monde non plus. Versus une personne qui voit cette passion un peu plus obsessive, c'est sûr que l'échec puis le mauvais rendement sont pas des choses à indiquer pour cette personne-là parce que là, cette personne-là va redoubler d'ardeur pour justement se centrer sur son sport puis essayer de combler les lacunes pour justement performer le plus possible. Puis comme je le disais, ben, dans la facette harmonieuse, c'est sûr qu'à l'après-carrière, faut le prendre en compte, mais il y a plus grande facilité à délaisser le sport quand on avait une approche harmonieuse ou une passion harmonieuse versus obsessive à la fin de la carrière, c'est sûr. Puis y a-t-il des moyens, je sais que c'était pas ton sujet principal, là, mais y a-t-il des moyens de passer d'un type de passion à l'autre? Ça, c'est une bonne question. Je peux pas dire, peut-être avec justement à l'aide de coach ou de préparateurs mentaux, de psychologues sportifs. Je sais pas, c'est une question d'approche, j'imagine, de un, puis de deux, probablement qu'il y a une question de personnalité aussi ou de tempérament, je devrais dire, associée à ça, parce qu'évidemment, probablement que la personne qui est obsessive avec le sport, peut-être qu'elle serait dans une autre sphère d'activité aussi. Fait qu'il y a peut-être un volet psychologique que je connais pas là-dedans non plus, mais il y a peut-être des variables intéressantes à aller regarder par rapport à ça, mais c'est sûr que les gens qui sont qui soient d'un ou l'autre vont devoir se faire un peu encadrer, si je veux, là, surtout quand on parle de sport de haut niveau, encadrer psychologiquement parlant, ou avec des entraîneurs, des coéquipiers qui sont capables de les recentrer un peu sur ce qui est important aussi, ou de les ramener un peu quand il y a des débordements. Fait que c'est quelque chose qui sera regardé. Je peux pas dire comment passer d'un à l'autre. Si ça se fait, c'est possible aussi, là, mais c'est peut-être un peu hors de mon champ de compétences aussi. Vite de même, je dirais que c'est probablement un processus qui est quand même sur le long terme, là, j'imagine. Puis j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de différences individuelles par rapport à ça. C'est quoi les raisons qui font que l'individu, justement, il est dans une passion aussi obsessive? Puis j'imagine que ça va varier chez les personnes, là. Je pense que oui. Puis, si tu avais à faire peut-être un genre de résumé des résultats que tu as soutirés de ta thèse, ce serait quoi? En fait, au niveau de l'identité, la façon dont on s'associe au sport, c'est sûr que ça varie dépendamment de notre statut. C'est-à-dire que si on est un athlète, forcément, un athlète, je veux dire, actif, qui est dans sa carrière, c'est sûr qu'on a un attachement à notre sport qui est quand même assez élevé. Qui est plus élevé que si on est un ancien athlète. Les anciens athlètes vont toujours avoir un petit attachement au sport. Moi, j'avais comparé 3 groupes, là. Puis j'avais comparé des gens qui n'avaient pas été déjà athlètes, là, qui étaient juste simplement comme ce que j'ai qualifié de non-athlètes, des gens qui n'étaient pas dans le sport de haut niveau. Okay. Puis c'est sûr que des gens qui ne sont pas associés au sport de près ou de loin vont avoir une identité sportive qui est un peu plus faible que les anciens athlètes ou que les athlètes actifs. Puis cela dit, ce que j'ai regardé après, c'est que ça, c'était un des sujets d'un premier article, mais entre autres sur une validation de questionnaire, là, mais à travers ces niveaux-là, ce que je voulais voir aussi, c'est que dans l'après-carrière, qu'est-ce qui arrive au niveau des habitudes de vie? Là, j'en avais mentionné, j'avais passé un petit mot tantôt là-dessus, c'est que
je voulais voir si les gens s'alimentaient puis faisaient de l'activité physique différemment, s'ils étaient un athlète, un ancien athlète ou un non-athlète. C'est sûr que les athlètes, par exemple, est-ce qu'ils gardent leur habitude d'athlète après la carrière, par exemple? Oui, exactement. Parce que ce qu'on avait remarqué en faisant des recensions d'écrits, c'est sûr que dans certains sports, là, dont le football, ma thèse ne portait pas juste sur le football, mais c'est sûr que il y avait des risques au niveau de la santé, au niveau on va dire des maladies chroniques pour des joueurs de football qui étaient souvent, on parlait de joueurs de ligne, etc., qui étaient en surpoids, puis qui en après-carrière avaient un plus haut risque soit de maladie chronique ou d'une mortalité aussi. Parce que ces gens-là, après ça, une fois que la carrière est terminée, il n'y a pas vraiment de raison de continuer à faire de l'activité physique pour eux nécessairement. Donc, c'était déjà des gens qui étaient très costauds, mais il n'y a plus le maintien qu'il y avait avec l'entraînement parce que c'est plus nécessaire. Donc, c'est de voir un peu si ces gens-là continuent à avoir des habitudes de vie intéressantes au niveau de la nutrition, de l'activité physique, entre autres. Puisqu'on s'est rendu compte, c'est que au niveau de l'activité physique, évidemment, ça diminue à travers les groupes. C'est-à-dire que si je suis un athlète, c'est sûr que mon niveau d'activité physique est dans le tapis, forcément. Un ancien athlète, ils vont en faire un peu plus que les non-athlètes. Fait que même un ancien athlète, habituellement, il devrait être plus enclin à faire de l'activité physique en après-carrière qu'un non-athlète parce qu'il y a une exposition qui a été faite. C'est pas une garantie qu'ils vont en faire, mais il y a peut-être plus un intérêt ou il y a même un besoin des fois. Là, un besoin des fois, mais c'est sûr que disons qu'il y a déjà goûté pour faire en sorte de vouloir poursuivre. Sauf que c'est pas donné parce que l'athlète qui termine sa carrière reviendra jamais au niveau où il était au sommet de sa carrière. C'est ça qui est difficile aussi. Là. C'est de se retrouver une motivation parce que quand tu fais un sport comme ça, tout ce que tu fais est en fonction de ton sport. Tous les entraînements, tous les exercices physiques que tu vas faire sont de plus en plus spécifiques aussi à ton sport. Fait que là, c'est pourquoi je fais ça. Fait que là, c'est de se retrouver un pourquoi, là, une bonne motivation. Exactement. Fait que l'entraînement, souvent l'activité physique, c'est un moyen pour arriver à ses fins. C'est pas nécessairement l'objectif ultime. T'sais, pour un joueur de football, un joueur de basketball, la préparation physique ou juste le fait d'aller courir, faire des exercices d'agilité, c'est pour son sport. C'est pas nécessairement pour sa santé ou pour alors que quand on termine notre carrière, là, l'objectif est tout autre, la motivation est tout autre parce que l'idée de faire de l'entraînement, c'est parce qu'on aime ça, mais aussi c'est parce qu'il y a des bénéfices à aller chercher pour la santé, mais c'est pas quelque chose qui est assez c'est pas un incitatif assez grand pour nécessairement lancer un athlète pour aller se lancer là-dedans parce que lui ou elle a toujours été poussé à s'entraîner pour performer dans un sport spécifique, mais là on enlève le sport. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve devant un individu qu'il faut qu'il aille s'entraîner, il n'ira pas s'entraîner 5 jours semaine parce que ça va subitement lui tenter ou parce qu'il veut subitement être en forme. C'est qu'il faut trouver une autre motivation, une autre activité qui va pouvoir se rattacher à ce qu'il aimait faire avant. Puis là, on parle de ta recherche, mais toi, tu l'as vécu dans le fond personnellement aussi, là. Fait que de ton côté, comment ça s'est passé après que tu aies terminé? C'est sûr que c'est ça, c'est un déclin progressif. Là, on s'en va dans on met un frein, on essaie des fois de continuer à faire un peu de ce qu'on faisait avant, mais là, les différents contextes auxquels on est associé, c'est-à-dire l'école qui continue, le fait de commencer à travailler, d'avoir une famille, faire en sorte que ça va changer progressivement tes habitudes, puis ça va un peu modifier un peu comment tu vas percevoir l'activité physique ou l'entraînement dans ton quotidien. Bref, tu n'auras pas juste ça à faire là, comme c'était avant, là, quand tu étais un athlète ou un athlète professionnel. Mm-hmm. Ça reste très différent. Là. Puis, est-ce que tu as réussi quand même à garder un niveau d'activité après ta retraite? Là? Pas autant que j'aurais voulu, c'est sûr. Là, on travaille plus fréquemment. Moi, j'ai changé avec 3 enfants. Fait que c'est sûr que c'est une autre game. Là. J'essaie au mieux que je peux. Puis j'ai une conjointe qui justement m'aide là-dedans, mais c'est pas toujours évident. Surtout au niveau de la motivation, je dirais, comme je parlais tantôt, parce que
j'ai toujours apprivoisé l'entraînement, l'activité physique par le sport, par la performance. Fait que la stratégie que j'ai trouvée, des fois, j'essaie de m'inscrire à des activités sportives au lieu d'aller faire de l'entraînement un peu. J'essaie de trouver une activité qui va un peu plus se rattacher à ce que j'ai vécu avant pour justement pouvoir y adhérer plus facilement. Tu vas chercher un peu l'énergie du groupe, là, faire des activités de groupe. Puis, c'est ça. Pour que cette motivation-là revienne, puis soit plus facile à garder. Là. Fait que, je me suis inscrit dans une ligue de flag football, je me suis inscrit dans une ligue de basketball. De temps en temps, je joue au badminton un peu plus compétitif avec des amis, mais puis comme je le disais tantôt, c'est d'adhérer à ça, puis d'essayer de trouver ce qu'on cherche là-dedans, mais tout en étant conscient qu'on ne sera jamais capable de revenir à ce que c'était au sommet de la carrière qu'on avait au niveau comme athlète, là, que ce soit professionnel ou au niveau amateur, ça ne reviendra jamais. Fait que c'est ça qui est difficile un peu plus à avaler, disons. Ouais. Puis toi, avec toutes les recherches que tu as faites, avec ta recherche que tu as faite versus aussi tous les articles que tu as lus, là, parce que oui, une thèse, ça nécessite de faire beaucoup de lecture. Moi, je suis là-dedans en ce moment. Je suis en train de terminer. Puis, mais avec tout ça, est-ce que tu aurais des conseils pour les athlètes qui sont dans leur carrière pour se préparer déjà là, à l'après? Ben c'est ça. Déjà en partant, la préparation, le fait de préparer ça en après-carrière, ça joue pour beaucoup. Là où on a souvent des problèmes avec les athlètes qui transitionnent vers la vie on va dire de retraité, entre guillemets, là, c'est qu'il n'y a pas de c'est qu'il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas pensé, simplement. Ouais, il n'y avait pas pensé à ça. C'est parce que c'est souvent normal dans la mesure où tu focuses juste sur ce que tu as à faire dans le moment présent, comme on parlait du football tantôt, c'est sûr qu'on y va au jour le jour. C'est une manière de performer là aussi. Là. C'est ça. Puis, sauf que c'est de se projeter un peu dans le futur puis de se demander qu'est-ce qui va arriver après quand j'aurais pu tout cet encadrement-là au niveau de la préparation physique de mes entraîneurs, de l'équipe médicale. C'est d'essayer de s'imaginer ça, puis d'essayer de s'imaginer qu'est-ce que ça serait ma vie sans ça. C'est pas évident, mais c'est un peu ça, c'est d'essayer sans devenir pessimiste, puis de dire que de juste promouvoir le message que la carrière va finir un jour. L'idée, c'est juste de s'en rendre compte un peu, puis de se questionner là-dessus. Souvent, ça vient vers les dernières années de la carrière parce qu'on le sent venir aussi, mais souvent parce que on est dans un contexte sportif où, comme par exemple, nous autres à l'université, il y a des années d'éligibilité. Fait que tu sais à quel point tu sais à quel moment tu vas terminer, à moins que tu ailles sur le circuit professionnel après. Mais des athlètes, par exemple, qui sont des Olympiens, qui sont des gens qui sont dans les sports individuels de haut niveau, internationaux, qui se promènent un peu à travers le monde, puis qui ont une carrière qui n'est pas définie par l'éligibilité, ils vont éventuellement peut-être le sentir aussi. Mais pas toujours, parce que des fois, ça peut prendre fin abruptement, par exemple, par une blessure ou par le fait qu'on ne fasse pas l'équipe, simplement. Donc, que ce soit l'équipe nationale, l'équipe de football, l'équipe peu importe. Fait que si on n'est pas sélectionné, des fois, ça entraîne souvent un remaniement de la carrière, puis ça peut faire en sorte qu'on se retrouve devant rien, mais on ne l'avait pas prévu comme ça. Fait que c'est un peu d'aller explorer ça un peu dans son propre contexte. Je dirais aussi de profiter à fond de ce qu'on fait. Parce que un athlète, encore une fois, si on sait que ça termine, si on sait que c'est pas très long une carrière d'athlète, il faut savourer chaque moment, prendre en considération justement on peut ne pas être là l'année prochaine pour X raisons. Ça, c'est un peu ce que les gens disent en général de la vie en général, mais ça reste encore plus vrai pour le sport. Fait que d'en profiter, de faire en sorte de vivre au plein cette expérience-là qui est assez unique. Puis après ça, une fois que ça arrivera, si on a déjà fait un peu notre préparation, je pense que ça va bien aller, surtout si on est capable de s'entourer de bonnes personnes aussi. Puis si on fait un parallèle avec ce qui se passe en ce moment, là, avec la pandémie, il y a probablement justement des athlètes qui se sentent un peu perdus, qui ont perdu leur identité sportive puis qui doivent peut-être trouver des moyens de se définir autrement. T'aurais-tu des trucs pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est sûr que ce qui aide beaucoup les gens qui finissent leur carrière, pas que
la pandémie, je pense pas nécessairement. Ben, peut-être que ça va finir des carrières aussi. Là. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient qui étaient sur le point de compétitionner, peut-être leur dernière compétition ou de faire leur C'est un dernière peu compétition. comme la comparaison avec une blessure est bonne, je trouve, en ce moment. Là. C'est comme t'es obligé de t'adapter à une situation que tu n'as pas le contrôle. Là. Ça me fait beaucoup penser à une blessure. Là. C'est ça. Fait qu'on on s'adapte, on faut être ouvert au changement, faut être capable de faire en sorte que les circonstances, on va dire, mentalement, nous affectent le moins possible. Puis je pense que les athlètes en général, surtout les athlètes de haut niveau, sont bons là-dedans parce qu'ils sont capables d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes dans les situations difficiles. Maintenant, ça, c'est une situation sans précédent. Ouais. Donc, l'idée, je pense que chaque personne aura sa stratégie, mais c'est sûr que si on est capable, je pense que socialement, c'est quelque chose qui est très fort si on se tient ensemble, si on est capable de partager nos difficultés puis de construire là-dessus. Il y en a qui se créent des groupes, il y en a qui font d'entraînement commun virtuel, il y a toujours une possibilité d'aller chercher ce petit réconfort-là avec le groupe, avec son équipe, avec ses amis, sa famille. Puis ce réseautage-là est important de toute façon pour la fin de carrière. Fait que si on veut avoir une transition qui est intéressante, que ce soit dans des moments plus difficiles ou que ce soit dans un moment crucial comme la dernière saison ou la transition vers une fin de carrière, je pense que le réseau social est quelque chose qui est quand même assez important, voire primordial. C'est intéressant parce qu'en ce moment, dans le fond, ça peut être vraiment une manière de se préparer pour les gens là, quand ils vont vivre l'après-carrière. S'il y en a justement qui se rendent compte qu'en ce moment, ils ont beaucoup de difficultés et que c'est très difficile, ben peut-être que c'est un indice qu'ils devraient planifier un peu l'après-carrière puis peut-être y penser. Là. C'est ça. T'sais, on pense que le confinement, c'est synonyme d'isolement, mais je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est à l'inverse. Il faut justement être un peu plus... faut s'adapter, créer un peu plus de liens, créer un peu plus de réseaux pour justement se supporter les uns les autres pour passer à travers. Que ce soit pour le confinement ou juste pour le fait d'avoir une carrière qui tire à sa fin. C'est vraiment, je pense que ça, dans mon cas, moi, ça m'a aidé aussi pour la fin de carrière. Puis en général, de ce que j'ai lu dans la littérature, le support social, le réseau social est quelque chose de très, très important pour pallier justement aux problématiques qui peuvent être liées à la retraite. Là. Quand on parle de gens pour qui ça termine mal, souvent, c'est des gens qui, des fois, le réseau social est un peu inexistant ou défaillant, fait que ça ne les a pas vraiment supportés non plus, fait qu'ils se retrouvent seuls à gérer leurs problèmes. Fait que c'est un peu ça qui est dommage dans ce sens-là. Surtout que c'est des gens qui ont tout donné à leur sport, qui ont probablement eu des belles reconnaissances au niveau de leur performance. Puis là, souvent, ça termine vraiment en queue de poisson. Fait que c'est vraiment ça, là, c'est de se supporter les uns les autres. Ouais. Puis, peut-être en terminant, là, j'ai pas mal fait le tour des questions que je voulais poser. Ce serait quoi peut-être ton conseil pour un joueur de football qui voudrait faire une carrière professionnelle? Selon toi, c'est quoi l'élément important? Là? Ça serait, en fait, une carrière professionnelle, je pense que c'est de prendre une étape à la fois. Je pense que tout le monde a peut-être un rêve, autant au hockey, là, d'aller jouer à la Ligue nationale, mais il y a des étapes, il y a un processus qui met en place. Puis, oui, je vais t'aller t'apporter ça dans pas long. M'attends-tu là-bas? Fait que juste de faire en sorte d'y aller d'étape par étape, de croire au processus, mais de se faire confiance à soi-même, de profiter à plein aussi. Parce que ça reste quelque chose d'assez unique, là, le fait d'avoir une opportunité de faire une carrière. Mais la carrière, on ne sait jamais si ça va en être une ou non. Si on commence un sport, puis on progresse d'une étape à l'autre, puis on va voir. Dans mon cas, c'était ça. Puis on essaie d'arriver avec le meilleur résultat possible, puis de s'amuser, puis de profiter juste des opportunités qui nous sont données. Là. Fait que ça reste vraiment juste ça. Là. Ouais. Fait que c'est important quand même d'avoir le rêve, peut-être d'avoir le big dream, mais de se concentrer quand même sur une étape à la fois puis d'y aller une journée, une pratique à la fois. Là. Oui, c'est ça. Mais, je pense que c'est important d'avoir des objectifs puis avoir encore une fois un rêve. Mais la réalité est que il y a des étapes puis il y a personne qui va créer un camp atome au football et qui va dire à chaque jeune où il va finir dans sa carrière ou s'il va se rendre professionnel. C'est un paquet de circonstances puis de choix qui vont faire en sorte que oui ou non il va réussir, mais
Si la personne, le jeune ou l'athlète a des bons entraîneurs, des bons intervenants sur son chemin, je pense que c'est possible. En combinant ça avec des aptitudes puis une éthique de travail, comme dans tous les sports, comme dans tous les domaines. Je pense pas que si on y croit, c'est déjà une très bonne chose. Puis après ça, le reste va venir. C'est vraiment juste ça. Ben super, je pense que ça fait le tour. C'était vraiment intéressant. C'est la première fois que je fais un podcast sur un sujet vraiment plus axé sur recherche et même sur la retraite. Fait que merci d'avoir été là. Je pense que c'est un bon timing aussi pour mettre fin au podcast. Tu es en demande, tes enfants te demandent. On fait ce qu'on peut, là, un confinement exige. Ouais, télétravail, c'est pas facile. Non, c'est un challenge, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Merci là. Salut là. Salut, bonne fin de journée.